RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question. Et dans cette émission, j'accueille aujourd'hui Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs. Jean-Marie, dans notre émission L'agriculture en question, on se pose souvent de questions d'actualité. Et aujourd'hui, on se propose de faire un retour en arrière sur l'histoire de cette région qui est quand même une histoire assez exceptionnelle quand on y pense bien. Je parle de l'agriculture de cette région. Et quand on remonte dans l'histoire, ce qu'on a le droit de faire de temps en temps, on trouve une terminologie qui est plutôt inquiétante, non, intrigante plutôt. Intrigante, c'est cette terminologie de Champagne pouilleuse. Et on n'en parle plus aujourd'hui de la Champagne pouilleuse. Et l'autre jour, je me posais la question, mais pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de la Champagne pouilleuse? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors oui, Champagne pouilleuse, bien évidemment, ça tire son origine de la pauvreté historique de notre région. Champagne pouilleuse, c'est lié effectivement à la pauvreté agricole de la région. Mais des pouilles, il en existe ailleurs sur la terre. Oui, en Italie par exemple. Et oui, et en Italie, autant que je sache, c'est pas très prospère, la région des Pouilles. C'est effectivement pas très prospère. Ce qui était le cas de la Champagne pouilleuse au XVIIIe et au XIXe siècle. Et avant, c'était comment? Eh ben, c'était un vaste plateau de craie, ça existe depuis le Crétacé, avec des sols superficiels très pauvres, en éléments fertilisants notamment, ce qui rendait les cultures traditionnelles assez presque impossible parce que le sol était très pauvre. Donc qu'est-ce qu'on trouvait dans notre paysage? On trouvait essentiellement des savars. Alors des savars, c'est-à-dire une espèce de steppe avec des grandes herbes. Voilà. De la pelouse champenoise, et il en existe encore un petit peu dans les camps militaires d'ailleurs, de cette pelouse agricole, qui était pâturée par les moutons. Il n'y avait même pas d'arbres ou des petits buissons rachitiques. Voilà. Parce que pas possibilité de s'enraciner dans la craie. Exactement. Donc l'agriculture dans notre région, elle était essentiellement cantonnée aux vallées des rivières. C'est exactement ça, là où les terres sont plus colorées. Où il y a des alluvions, et là on pouvait faire de la culture à quelques kilomètres de la rivière et pas au-delà. Mais au-delà, on mettait quand même des moutons, non? Oui, il y avait des moutons, des moutons et des lapins de Garenne. En gros, c'était les deux types d'animaux qu'on trouvait dans ces savars. Et d'ailleurs, on disait 99 moutons et un champenois font 100 bêtes à cette époque-là. C'est ça, oui. Et ça remonte à combien d'années, ça? C'était avant l'ère industrielle, avant Napoléon III, on va dire. C'est là le cap, changement. Pourtant, Napoléon III, parlons-en, donc le Second Empire, donc les années 1850 à peu près. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en Champagne? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est au début de l'ère industrielle et la France a besoin de bois. Elle a besoin de bois de chauffe, parce que il faut chauffer en fait tous les foyers, notamment dans les villes. Et puis surtout, elle a besoin de bois de mine. On commence à faire des mines dans le nord, des mines de charbon, et pour faire des galeries, on a besoin de bois. Et donc Napoléon III lance un grand plan en fait de plantation de bois pour subvenir aux besoins de cette ère industrielle. Alors on choisit quelle essence d'arbre? Alors c'est des pins noirs d'Autriche. Au départ, et comme la Champagne est peu développée sur le plan agricole, Napoléon III décide d'y implanter des sapins. Alors le pin noir d'Autriche, on s'aperçoit que c'est pas terrible, on met plutôt du pin sylvestre, je crois. Oui, mais historiquement, c'est ça qu'on a planté, du pin noir d'Autriche. Alors on en a planté à peu près combien?
Alors, on en a planté 70 000 hectares, je crois. 70 000 hectares Oui. sur une surface agricole du département de la Marne qui représente à peu près 400 000 hectares. Oui, c'est ça, oui. Donc c'est quand même une surface importante qui a été plantée. Voilà, c'était la deuxième plus grande région après les Landes de bois. Et donc ça se passe en gros à la fin du 19e siècle. Voilà. 1850 à peu près. Il faut 30 ans pour faire un arbre, 25 ans parce que ça pousse pas bien quand même. Non, les terres sont pauvres, donc le bois comme les cultures n'a pas forcément bien, c'est pas forcément bien développé. Donc on n'a pas récolté en fait ces sapins-là parce qu'au moment où ils étaient bons à récolter, il y avait moins de besoin pour le chauffage des urbains, des citadins, et il y avait plus de besoin pour les mines. Oui, alors effectivement, après, et d'autant plus que dans le milieu du XXe siècle, on a commencé à se dire, il faut sans doute qu'on augmente notre production agricole. Oui, alors c'est vrai qu'il faut se rappeler qu'on a eu en France, pratiquement pendant 10 ans, de 1940 à 1950, des tickets de rationnement qu'on appelait les tickets d'alimentation. Nous, on n'a pas connu ça parce qu'on est trop jeunes, mais beaucoup de Français se souviennent de ça. Et au sortir de la guerre 39-40, le grand sujet, c'était de reconstituer l'agriculture française. Voilà, jusque dans les années 70, on était importateur de pratiquement toutes les productions agricoles. Donc le grand projet était pour l'agriculture et avec des visions de faire de l'agriculture une très grande agriculture compétitive. Exactement, hein, c'est tous ces projets-là qui se sont mis en place politiquement, économiquement, réglementairement dans le début des années 60. Hein. Alors du coup, on s'est posé la question, est-ce que tous ces sapins qu'il y a dans la Marne, là, les 70 000 hectares, est-ce que ça pourrait pas faire des terres agricoles ? Exactement, hein, et il y a quelques pionniers. C'est aussi l'époque, hein, il faut le dire, où sont arrivés, on a commencé à avoir des engrais de synthèse arrivés. La motorisation ? La motorisation, quelques pesticides également qui se sont mis en place. Et donc, en fait, on a ouvert le voie du développement agricole à cette période-là. Et on a fait quelques essais de savoir si ça allait marcher avec ces nouveaux amendements, ces nouveaux produits, le fait qu'on remplaçait les chevaux par des chevaux vapeur. Il y a eu des essais qui ont été faits pour dire oui, il y a un potentiel agricole. Il y a surtout quelques pionniers qui sont arrivés et qui se sont dit, voilà, ici, il y a des grandes surfaces libres sur lesquelles on pourrait essayer de développer l'agriculture. Alors, libre et pas cher. Et pas cher. Parce qu'il faut savoir, je me souviens de ça, que les terres se vendaient pour les chasseurs. On pouvait acheter 1000 hectares pour une chasse. Les Parisiens achetaient en Champagne 1000 hectares pour une chasse sur laquelle il y avait surtout des lapins. Et qu'un jour, la myxomatose est arrivée, au début des années 50. Il n'y avait plus de lapins, les chasseurs vendaient leurs terres pour rien du tout, et c'était les terres les moins chères, le prix d'un lièvre, paraît-il, 1 hectare de terre, le prix d'un lièvre. Ah oui. Donc les aventuriers qui sont arrivés en Champagne pouvaient acheter de grandes surfaces pour pas cher, et prendre le risque de l'agriculture. Voilà, et c'est là qu'on a vu en fait des pionniers arriver avec leurs bulldozers. On parle de début de la mécanisation, les bulldozers en faisaient partie, et ils ont commencé à défricher en fait ces milliers d'hectares de sapins pour y implanter des cultures. Alors quelle culture au départ ? Alors au départ c'était des cultures céréalières. Oui, et que céréalières ? Oui, et en fait on s'est rendu compte assez vite que cette terre pauvre, quand on la fertilisait, elle avait du potentiel agricole. C'est-à-dire les 30 cm au-dessus de la craie, à peine, quelquefois moins que 30 cm de terre arable. D'abord, c'est facile à travailler. On y met de l'engrais. De l'eau, il y en a tout le temps parce qu'elle remonte dans la craie par capillarité et elle approvisionne les plantes qui sont là. Et du coup,
progressivement, on s'est rendu compte que c'était très fertile. Exactement, c'est très fertile et rapidement aussi, on s'est rendu compte que les terres, les cultures racinaires venaient très bien dans cette région également. Alors, cultures racinaires, lesquelles pour faire des betteraves, il faut une sucrerie, par exemple. Oui, les premières sucreries, elles datent des années 60 dans la région. Ça doit être Arcis-sur-Aube, non Non, je pense que la première, c'est Bazancourt. C'est Bazancourt. Et ensuite Arcis-sur-Aube, qui était le groupe Béguincet, qui en avait une à Rethel dans le sud des Ardennes, qui l'a déplacée à Arcis-sur-Aube. Et ça a permis le développement de la pomme de terre, parce que pour avoir une agriculture prospère, il faut une rotation des cultures. Tout à fait. Et si on n'a pas de tête d'assolement, comme on dit, betterave, pomme de terre ou luzerne, ça marche pas très bien la céréale qui suit, quoi. Et effectivement, la luzerne, c'est devenu aussi une culture emblématique de la région, avec une particularité, c'est que la luzerne, elle a des racines très profondes, et ça vient casser en fait la couche de craie, et ça facilite, on va dire, les remontées capillaires d'eau, parce que ça, c'est une caractéristique extrêmement appréciable dans la région, c'est ce sous-sol de craie qui fonctionne comme une éponge, c'est-à-dire qui absorbe l'eau quand elle est en grosse quantité et qui la remet à la disposition des plantes quand en période de sécheresse. Alors là, à ce sujet, à l'instant où on parle, j'ai un souvenir. Dans les années 60, j'étais en école d'agriculture et nous étions venus visiter la station agronomique de l'INRA qui était à Fagnières. Et je me souviens d'un monsieur qui s'appelait Dutil, qui était un scientifique dédié à l'étude des cultures sur les terres de craie, qui nous avait expliqué de toute façon ça durera pas longtemps parce que pour avoir des terres fertiles il faut de l'humus et dans cette région les agriculteurs sont en train d'épuiser l'humus et la terre va devenir stérile. Est-ce que c'est arrivé? Non, parce que les agriculteurs ont soigné leur matière organique, d'abord en y laissant des pailles, en y mettant, c'est pour ça que vous avez aujourd'hui aussi beaucoup de fientes de poules qui sont mises dans ces terres-là, tout simplement parce que ça apporte de la matière organique nécessaire au bon comportement du sol. Alors c'est vrai qu'il y a une attention agronomique importante de la part des agriculteurs de maintenir un certain niveau de matière organique dans ce sol très léger, très fragile qui est le sol de Champagne, mais en même temps il y a eu d'autres choses quand même parce que on a notamment remembré, les parcelles sont immenses, on a développé la mécanisation et tout ça a fait que cette agriculture de Champagne pouilleuse est devenue quasiment une des plus prospères du monde. Tout à fait, oui. C'est effectivement ça. On est parti de zéro, ce qui facilite souvent les choses pour développer, mettre en place des grandes parcelles, du grand parcellaire. C'est quand même plus facile quand on part de zéro. Alors on est peut-être allé un peu trop loin en défrichant beaucoup, parce que c'est quand même 70 000 hectares de sapins qui ont été mis à terre, qui ont été brûlés, qui n'ont pas été exploités beaucoup pour la qualité du bois, parce que le bois n'avait pas beaucoup de qualité. Non, il était brûlé. Essentiellement, ça a été brûlé sur place. D'ailleurs, quand on passe en avion au-dessus de la Champagne, on voit encore des grands ronds de là où a été brûlé le bois. Bon, mais Jean-Marie, c'est quand même une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire, effectivement. En 50 ans, on a transformé complètement notre région Champagne-Crayeuse. Alors, ce qui s'est passé dans les champs, mais ce qui s'est passé dans tout le para-agricole, avec le développement de l'économie agricole, le développement d'infrastructures, de la coopération, de l'agro-industrie, c'est une histoire extraordinaire qui fait que il n'y a plus d'actualité à parler de Champagne pouilleuse. Non, on est passé effectivement de la Champagne pouilleuse à la Champagne crayeuse et on a développé un capital agricole absolument incroyable. Extraordinaire. Eh bien, voilà quelque chose de très positif pour notre émission, l'agriculture en question. Merci beaucoup Jean-Marie. À très bientôt sur RCF. Au revoir à tous. Au revoir, à bientôt.